Bonjour à tous, bienvenue au cabaret. Le cabaret, tout le monde connaît, que ce soit dans son enfance, que ce soit aujourd'hui. Souvent on entend dire que c'est un peu démodé, mais nous, avec les chroniques qui réunissent, nous avons voulu vous montrer que c'est encore quelque chose qui est merveilleux, incroyable, et on va rentrer en immersion. Mais pour commencer, toujours pour reprendre le mois place du vintage en juillet, nous allons partir à Dieppe, un très beau territoire, une très belle ville, avec Nicolas et toute son équipe au cabaret, un projet qui vient d'être mis en place. Mais avant de parler du projet qui vient d'être mis en place, il y a de l'expérience, du savoir, et merci Nicolas pour cet accueil. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous, très cher ami. De rien. Je suis ravi. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, oui. Le cabaret, tout le monde dit que c'est démodé, que c'est un peu dépassé. Et nous, on a voulu justement redonner... Qui dit ça, chérie? C'est un peu l'actualité qu'on peut entendre, que ce soit les jeunes ou moins jeunes. D'accord. Mais c'est le regard extérieur qu'on a. Et nous, justement, les chroniques qui réunissent, c'est d'aller chercher justement cette réflexion et d'aller voir les personnes concernées directement. Pour commencer, le cabaret s'appelle La Sirène à Barbe. Alors, tout le monde a sûrement dû te poser cette question. Pourquoi la sirène à barbe? On peut faire le lien avec peut-être la mer, le territoire avec la pêche. Est-ce que tu pourrais commencer par répondre, mais avant ça, te présenter? Oui, alors d'abord bonjour, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On est ravis que nos amis rouennais viennent un peu à Dieppe. Ça fait du bien de vous avoir un petit peu avec nous. Alors moi je suis Nicolas dans la vraie vie et sur scène je suis Diva Beluga. Je suis plein de choses, moi je viens du cinéma. Je suis réalisateur, délégué général de 2 festivals de cinéma. Je fais aussi maintenant des expositions de costumes de cinéma. Je fais plein de choses diverses et variées dans l'univers du cinéma. Et maintenant, je suis patron d'un cabaret théâtre, comédie club, bar à manger, donc La Sirène à Barbe. Voilà. Alors, la question que j'ai posée tout à l'heure, La Sirène à Barbe, pourquoi? La Sirène à Barbe, pourquoi? Alors d'abord parce que j'ai une fascination pour les freaks. Mon film de chevet, c'est Freaks, de Todd Browning. J'ai une fascination pour les freaks, j'ai une fascination pour le cirque, et surtout pour les vieux cirques d'antan. Les cirques les cirques un peu nostalgiques, les cirques à papa, les cirques où Barnum faisait venir des familles entières. C'était l'art le plus populaire à l'époque, c'était l'art de l'extraordinaire, l'art de la prouesse, l'art de l'homme face à sa mort, face à sa propre mort. Et j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, c'est le cirque qui m'a emmené au cinéma parce que j'ai découvert le cinéma en regardant des films qui parlaient de cirque, en regardant les films de Fellini par exemple, en regardant le cirque de Charlie Chaplin. Donc j'ai découvert tout cet univers très tôt, très jeune, qui me fascinait. Et donc le cirque et le musical, il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de passerelles, il y a un peu des codes qui sont un peu similaires quand même si c'est un peu différent. Donc voilà, j'ai une fascination pour les baraques foraines, les vieilles baraques foraines, pour les cirques d'antan, pour les vieilles fêtes foraines, pour l'art populaire. Au sens noble du terme, les arts populaires et les arts forains. J'ai une véritable fascination esthétique et éthique autour de ces arts-là. Donc ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que le vieux blason de la ville de Dieppe, ce sont 2 sirènes qui encadrent un bateau. Voilà, donc ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est que la sirène, c'est un personnage souvent attribué au sexe féminin, mais en réalité c'est un personnage qui n'a pas trop de sexe. C'est un personnage hybride, c'est un hybride d'une sirène. C'est un personnage mystique, fantastique, fantasmagorique. Et pourquoi la sirène, on lui met une barbe? Pour plusieurs raisons. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, je suis fasciné par les monstres, ce qu'on appelait les monstres et les freaks, en tout cas les gens différents. Moi, je préfère parler de différence plutôt que de monstruosité. Je suis fasciné par les gens qui sont différents. Et dans les gens qui sont différents, il y avait les femmes à barbe qu'on exhibait à la fin du 19e et au début du 20e siècle. D'ailleurs, en lieu et place de ce cinéma, qui n'est plus un cinéma maintenant, qui est redevenu un cabaret, il y avait tous les ans une immense fête foraine avec des vieilles baraques foraines. Et la baraque foraine qui se situait devant cet établissement, c'était la baraque foraine où on venait voir la femme à barbe. Voilà, donc ça c'est toutes les raisons historiques. Et puis pourquoi mettons-nous une barbe à la sirène? Parce que c'est l'idée qu'ici tout le monde est le bienvenu. Qu'on soit gros, mince, petit, laid, vieux, jeune,
peu importe d'où on vienne, de quel milieu on vienne, peu importe le physique que l'on a, peu importe qu'on soit gay, lesbienne, trans, bi, qu'on soit ce qu'on veut, on ne met pas les gens dans des cases ici. Parce que dans cette société, on veut mettre tout le monde dans des cases. Tout est codifié, on met tout le monde dans des cases. Ici, on refuse ça. Ici, c'est la liberté totale. C'est l'hybridation, c'est la liberté, c'est la fantasmagorie, c'est la fantaisie. Et c'est voilà pourquoi le nom de la sirène à barbe. Waouh, j'ai envie de dire, que dire après cette très belle présentation avec le vrai parcours riche de valeurs et un très beau message aussi où la différence c'est aussi la richesse, la diversité. Absolument. Tu fais peut-être aussi référence avec une petite touche d'humour avec Coluche quand il dit qu'on soit gros, petit ou voilà, qu'on ait des différences, peu importe, le plus important c'est de savoir se respecter et accepter tout le monde comme il peut être. Donc en tout cas, le lieu est clair, il est, comment je pourrais dire, rempli de richesses et de valeurs humaines. Merci pour cette belle présentation. On va pouvoir continuer notre interview. Nicolas, dans ce projet, on parle d'heures de travail. On parle de temps, d'action, de théorie, et sur le plan psychologique. Tu me disais que tu travaillais beaucoup, que tu dormais très peu. Est-ce que dans ce monde, on pourrait dire, dans cette bulle, si je te dis le mot fatigue, est-ce que c'est un gros mot ou tu l'acceptes ? Alors, je ne suis pas fatigué mentalement ni intellectuellement. Je suis évidemment comme tout à chacun parce que nous restons des hommes, nous sommes une machine bien faite, mais nous sommes quand même des machines humaines, mais nous sommes quand même des objets vivants, bien faits, bien fabriqués. Mais il y a des moments, effectivement, on est fatigué physiquement, mais cette fatigue physique, elle aide parfois, dans des moments de spleen, à être créatif, à avoir des idées pour s'échapper de cette fatigue et pour inventer de nouvelles choses. Donc je ne suis pas fatigué psychologiquement, je ne suis pas fatigué artistiquement, jamais. Je ne suis jamais fatigué parce que je pense que la vie, il faut la croquer à pleines dents. Je suis très carpe diem, vivre l'instant présent. Le présent, c'est déjà notre passé et c'est déjà notre futur. Donc ne soyons pas fatigués de vivre, la vie est tellement belle et mérite tellement d'être vécue. Voilà la réponse que je pourrais faire à ce mot. Je répondrai, le temps n'est pas une raison, l'envie est une volonté. Absolument. Mon cher collègue. Pour continuer, si je vais te dire Caribou, loin, 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 très très froid, tu as un vrai parcours et je pense que c'est important que tu te mettes en avant de ce que tu as fait au Canada. Ah oui, alors le Canada, c'est une histoire, j'ai une histoire particulière, mais tous les Diepois ont une histoire particulière avec le Canada. On n'a pas de sang forcément canadien, quoique si un peu, qui coule dans nos veines. Mais quand on est né à Dieppe et qu'on est face à la mer, à l'océan, on imagine évidemment l'Angleterre, et puis un petit peu plus loin, il y a le Canada. Et le Canada, ben oui, j'ai une histoire particulière. D'ailleurs, mon nom de scène, c'est Beluga. Exactement. Le Beluga, vous savez ce que c'est ? C'est une baleine blanche à bosse qui vit principalement dans le golfe du Saint-Laurent, au Québec, vers Tadoussac, et c'est une baleine tellement mignonne, tellement attachante, tellement intelligente et tellement sensible que j'ai voulu, au travers ce nom d'artiste, assumer mes formes, parce que je vis au quotidien la grossophobie et ça va devenir un de mes combats. Donc j'ai décidé de m'appeler comme ça pour assumer qui j'étais, assumer mes formes, en rire et rendre hommage à nos amis canadiens. Il faut savoir que Dieppe a 500 ans d'histoire avec le Canada. Ça va des frères Verrazzano qui sont partis à la rencontre du Saint-Laurent, ont découvert, j'aime pas ce mot, en tout cas oui, qui ont abordé en tant qu'Européens les abords du Saint-Laurent, aux sœurs Augustines dieppoises qui sont parties dans cette nouvelle France pour créer le premier hôpital. Et puis il y a eu les filles du roi qui sont parties de Saint-Malo, de Honfleur et de Dieppe. Il y a 800 filles du roi qui sont parties de Dieppe pour peupler la Nouvelle-France de l'époque. Voilà, on a une histoire de 500 ans jusqu'en 1942 où les Canadiens ont débarqué. Il y a eu près de 2000 morts en 3 ans de temps sur la plage de Dieppe. Voilà, donc moi j'ai une histoire particulière. J'ai voulu rendre hommage au Canada, notamment en créant un festival du film, voilà. Le festival du film canadien de Dieppe. Ça c'était important parce que le festival du film canadien et non pas québécois, c'est l'idée d'aborder toutes les cultures du Canada, la culture anglophone, la culture francophone, les cultures autochtones,
d'aborder toutes les langues aussi, la richesse multiculturelle de ce pays qui est intéressante. Et d'ailleurs, j'aime tellement ce pays que j'y ai tourné un film qui s'appelle Cowboy Camembert. Vous pouvez voir la bande-annonce sur Allociné. Il sortira bientôt sur plusieurs plateformes internet. Malheureusement, la crise du cinéma liée au Covid a fait qu'on a 500 films en attente de sortie. Donc mon film devait sortir sur grand écran dans toute la France et on a fait le choix de ne pas le sortir parce que ça servirait à rien, il ferait 3 entrées et demie, on perdrait beaucoup d'argent. T'attends un peu. Il serait vu par aucun spectateur. Donc il sortira sur les plateformes. C'est un très beau long métrage. Il s'appelle Cowboy Camembert, qu'on a tourné dans les Rocheuses canadiennes, entre autres, dans des villages Far West. C'est un très très joli film. Un road movie, western, social, contemporain, que j'ai coécrit et co-réalisé avec mon ami plasticien, photographe, artiste pluridisciplinaire, Cédric Tanguy. Merci pour cette référence. Le parcours est toujours aussi riche, même dans ta connaissance, que ce soit sur le plan historique au niveau de la culture. Un vrai plaisir de partager avec toi. Pour continuer, parlons de cette fameuse crise du Covid, de la Covid, mais attention, pas trop longtemps, parce que ça commence à nous prendre la tête un peu. Je voulais faire référence avec cette crise, juste pour savoir, est-ce que tu penses qu'avec cette attache diétoise où le monde de la culture et tout ce qui est artistique fait que les gens vont revenir, par exemple, au cabaret, comme ici, au cinéma, est-ce que tu penses que c'est un enjeu ou ça va être très compliqué de proposer aux gens de revenir pour se rassembler autour d'un spectacle? Oh non, c'est pas compliqué du tout. On a ouvert il y a peu de temps et on est plein tout le temps. Les gens, ça va bien 5 minutes, le web, l'internet et les cyber-relations. Je pense que les gens, là, ils se sont rendus compte du besoin qu'on a en tant qu'être humain, de ce besoin intrinsèque d'être ensemble, de vivre ensemble à cœur battant, de respirer ensemble, de rire ensemble, de pleurer ensemble, de communiquer ensemble. Et quoi de mieux que le cinéma, et surtout encore plus, pourtant je viens du cinéma, mais que le spectacle vivant et l'échange qu'on peut avoir au spectacle vivant, ce vivre ensemble et ce partage est essentiel, et les gens s'en sont rendus compte pendant cette crise, ce qui fait que là on a des demandes énormes, les gens reviennent en foule, et ce qui est très beau, c'est que toutes les générations reviennent, toutes les générations et toutes les classes socio-culturelles, et ça c'est extraordinaire. Tu parles d'Internet. Je vais rebondir. Tu connais TikTok? Aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient à la mode. Pendant la crise, même avant, tous les jeunes, même les moins jeunes, utilisent ça, où l'idée, c'est un peu, entre guillemets, en direct, derrière un écran. On fait un peu de spectacle, on fait une vidéo avec de l'humour. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un enjeu par rapport au monde de la culture sur cette nouvelle technologie à travers les écrans qui peut avoir un côté négatif envers le travail de la culture, du terrain, de ce que vous êtes? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut s'en servir. Il faut l'utiliser à bon escient. Il faut être intelligent par rapport à ça. Il faut s'adapter au monde dans lequel on vit, et puis c'est tout. Rien, je le redis une fois de plus, rien ne remplacera jamais le vivant. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. Cette communion, ce partage, le fait de nous rencontrer, le fait de rencontrer quelqu'un. Vous savez, on est tous des ondes positives et négatives. On s'attire, on se déteste, on communique par des ondes, chacun d'entre nous. Donc on a besoin de l'autre, c'est une énergie commune, on a besoin de l'autre pour respirer, pour vivre, pour rire, pour partager. Sinon on est mort. L'homme est un animal social, donc on est obligé de partager, et le spectacle vivant, c'est ça. Donc il faut utiliser le web, il faut utiliser les réseaux sociaux pour la communication, pour la créativité, mais ça ne remplacera jamais le spectacle vivant. Donc nous on l'utilise, on fait avec, et ça ne nous empêche pas d'avoir des gens qui viennent dans les salles pour se réunir et se retrouver et vivre ensemble. Et ça, c'est très, très, très important. Nicolas, Patrick Sébastien, oui. Comme on parle de cabaret, France 2, sans faire de publicité... Il est plus sur France Bleu, plus sur France 2, hélas. Est-ce que tu aurais peut-être un jour l'honneur, le culot, de dire j'aimerais que Patrick Sébastien vienne au cabaret? Qu'est-ce que tu en penses de cet animateur qui a quand même rassemblé des générations de la France, où on sait tous qu'on était gamins, le soir, si on s'embêtait un peu, on n'avait personne à la maison, on mettait du Patrick Sébastien, le grand cabaret, voilà, et puis c'était parti.
Ce que je pense de Patrick Sébastien et savoir si j'aimerais qu'il vienne ici. Oui. Alors, c'est à double tranchant, c'est un personnage à angle aigu, Patrick Sébastien. C'est un personnage un peu double, c'est un personnage à la fois génial et ridicule. Il est shakespearien, Patrick Sébastien. C'est un personnage qui me fascine beaucoup parce que c'est un personnage qui a révélé tellement de talent. C'est un personnage qui a tellement de talent, lui, en tant qu'acteur, en tant qu'imitateur, en tant que transformiste. En tant que comédien et même en tant qu'auteur. Vous savez que Patrick Sébastien a été souvent décrié par la télé, par la presse, etc. Et à plusieurs reprises dans sa carrière, il a écrit des bouquins et il s'est fait passer pour... il a changé de nom. Il s'est fait passer pour un autre auteur. Et la critique, à chaque fois, était dithyrambique. La critique intellectuelle. Ouais, je vois. S'il avait fait le même bouquin, mais qu'il avait sorti sous le nom de Patrick Sébastien, la critique l'aurait descendu. Donc... Voilà, ça prouve aussi cette société qui est pleine d'a priori sur les êtres et qui n'est pas capable d'accepter qu'on peut avoir des dualités en nous, qu'on peut être bleu et noir et rouge, que la vie et les êtres ne sont pas manichéens, on n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc Patrick Sébastien, il n'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est ça qui m'intéresse chez lui parce que c'est un bel exemple de ce non-manichéisme, Patrick Sébastien. Eh ben oui, je crois que j'aimerais bien l'avoir ici. J'aimerais bien l'avoir ici parce qu'il a rendu populaire l'art du cabaret et l'art du cirque à la télévision. Et en ça, c'est un véritable miracle parce que ça cartonnait, ça faisait des cartons d'audience, son plus grand cabaret. Il a révélé des tas d'artistes. Exactement, des talents. Il a révélé des talents immenses, aussi bien dans les arts du spectacle vivant qu'au cinéma ou que des humoristes ou des musiciens. Il a révélé des gens incroyables. Il a révélé Albert Dupontel. Qui se serait dit un jour, Patrick Sébastien a révélé Albert Dupontel. Donc oui, il a un côté ridicule quand il chante les sardines et le petit bonhomme en mousse. Mais ça passe vers 1h du matin à toute chaque soirée. Mais oui, il est mythique. Il est mythique. C'est un personnage j'ai beaucoup de tendresse pour lui. J'ai beaucoup de tendresse pour lui. Alors, pour conclure, parce qu'à chaque fois je dis finir, donc maintenant je vais dire pour conclure, pour changer un peu, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, il y a quand même un mot qu'il faut mettre en avant. Je pense que c'est important que tu l'expliques pour que les gens puissent comprendre. Drag queen. Le drag queen, c'est quoi? Le drag queen, c'est quoi? Alors déjà, on va commencer par la base. Le drag queen, à ne pas confondre avec le transformisme, à ne pas confondre avec la transsexualité et à ne pas confondre avec le travestissement. Tout ça n'a strictement rien à voir. Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un travesti. Un travesti, c'est tout simplement un homme qui se travestit en femme parce qu'il se sent mieux ainsi, ou parce qu'il se sent femme, parce qu'il se sent bien dans la peau, dans le costume d'une femme. Un transsexuel, c'est quelqu'un qui, pour le coup, était un homme, mais seulement physiologiquement, et qui s'est toujours senti femme, et qui donc fait la transforme sur le plan pour devenir sexuellement, en tout cas dans tous les aspects, une femme. Un transformiste, c'est quelqu'un qui... c'est l'art de se transformer en une personnalité connue. Alors, les transformistes, c'est l'art du transformisme, c'est Michou, par exemple. Donc c'est l'art de se transformer en Annie Cordy, en Mylène Farmer, en qui vous voudrez bien, en des personnalités en Cher, en Dalida, etc. C'est l'art de se grimer, d'essayer de ressembler le plus possible à une personnalité connue. Le drag queen, c'est très différent. Le drag queen, c'est très vieux, c'est un art très vieux. On ne l'appelait pas drag queen à l'époque, mais c'est un art qui vient de Shakespeare. Au Shakespeare Theatre Globe, à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de jouer au théâtre. Donc, pour jouer des personnages de femmes, les hommes étaient obligés de se transformer en femmes et de jouer des personnages de femmes. Donc, voilà une partie de la définition. C'est un art qui a perduré en Angleterre et puis qui est parti ensuite, évidemment, aux États-Unis et qui a fait un espèce de bond considérable dans les années 60-70 quand les homosexuels se sont battus, ont milité pour pouvoir exister, pour pouvoir faire valoir le fait que ce ne soit pas une maladie mentale d'être homosexuel, etc. Il y a eu tout un art qui est né, qui est l'art du drag queen, à New York notamment,
C'est un art très underground et c'est un art qui a été depuis les années 70 repris par un célèbre animateur de télévision aujourd'hui qui s'appelle RuPaul, qui est peut-être le plus grand drag queen du monde entier. C'est la reine, c'est la mama de toutes les drag queens qui puissent exister. D'ailleurs, il a une émission sur Netflix qui s'appelle RuPaul Drag Race, et depuis 4-5 ans, les drag queens ont été rendus célèbres grâce à RuPaul. Et donc la drag queen, c'est quoi? C'est l'art de l'extrême féminisation. C'est un art qui peut être à la fois clownesque, musicien, comédien, danseur, on peut être ce qu'on veut. Il y a autant de drag queens qu'il y a d'humains derrière. Et d'ailleurs, les drag queens ne sont pas seulement des hommes. Les plus grandes drag queens, ce sont des femmes. Vous savez, tous ces hommes qui opèrent l'art du drag queen s'inspirent de qui? Ils s'inspirent de Lady Gaga, ils s'inspirent de Cher, ils s'inspirent de Madonna, ils s'inspirent de Mylène Farmer, qui sont des drag queens, qui sont des reines, qui jouent sur leur hyper-féminisation, qui le poussent à l'extrême, qui mettent en valeur leur forme, leur côté féminin, leurs traits, qui brillent de mille feux. C'est un art un peu cynique, politique. C'est un art qui peut prendre plein de facettes. Et c'est ça qui est formidable dans l'art du drag queen. C'est qu'il y a autant d'hommes qu'il y a de drag queens. C'est comme les clowns, en fait. On est des clowns hyper féminins, nous, les drag queens. Trouver son clown, c'est chercher en soi nos failles drôles, souvent dramatiques. Le drag queen, c'est exactement la même chose, mais avec l'hyperféminisation, le clinquant, le cynisme et la volonté de faire passer des messages souvent politiques derrière. Ou pas, mais en tout cas, c'est cet art-là. Et moi, c'est un art qui me fascine pour cela. C'est l'art de la totale liberté, et c'est surtout, et avant toute chose, le plus bel hommage qu'on puisse faire aux femmes libres. Aux femmes libres. T'es incroyable comme personnage parce que on ne sait pas quoi répondre. C'est tellement bien dit. Merci pour ces belles valeurs que tu portes, que tu exportes. Et je pense que c'est important aussi d'avoir des personnalités comme toi pour un peu rassembler par rapport à ce monde qui est assez brut de l'extérieur, où on se sent là, entre guillemets, confiné, mais dans le bien-être, dans un moment où les gens ne se jugent pas. On partage, ça veut dire qu'on partage la chaleur, le public, les lumières, le côté imaginaire. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, je pense, dans une vie, de profiter, comme tu sais très bien, au moment présent, sans condition, j'ai envie d'ajouter. En tout cas, un grand merci avec toute l'équipe Les Chroniques qui réunissent. Et Nicolas, pour finir, on a un grand projet, c'est de faire un week-end qui se rappellerait les chroniqueurs. Et on voudrait rassembler toutes les personnes que nous avons interrogées, qui nous font des reportages et tout. Et on voudrait, en fait, inverser les rôles. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont participé, qui sont passées à la caméra, vont participer, mais c'est eux qui vont faire un entretien, qui vont faire un micro-trottoir. Wow. Mais sur une grande thématique, il y aurait quelqu'un d'équipe, mais en fait, ça serait d'inviter les gens dans chaque ville, tous les ans, et de créer un grand média fait sur le moment, au présent, avec ce micro-trottoir, avec ce live, avec ce reportage d'interview, mais avec ces personnalités qu'on a pu rencontrer, toi, les autres, et on te fait la proposition, est-ce que tu serais partant pour animer avec l'ensemble des autres personnes? C'est un rôle pas facile que vous tenez, c'est très difficile d'être intervieweur et d'être un média intelligent, ouvert et objectif. Et j'ai pu regarder les différents reportages que vous avez faits, et vous faites ça très bien, avec beaucoup d'éthique et beaucoup d'ouverture, et surtout pas de préjugés. Et ça, c'est très important. Merci donc, beaucoup. Évidemment que je répondrai favorablement à cette demande. J'en profite pour dire que derrière ça, il y a toute l'équipe qui travaille. J'ai envie simplement aussi de toucher un mot à Marine, à Betty, à Bastien, à Cédric, à toute l'équipe qui œuvre, parce que comme je dis, à la caméra, ce sont des gens qui réfléchissent et qui font en sorte que la réalisation et le projet et l'image puissent être vus plus grand nombre. Et nous, on a une valeur dans notre association, c'est de dire que c'est pas capter de l'image, c'est capter de l'émotion, d'écrire ensemble et de comprendre pour que les gens puissent partager et relayer et apprendre ensemble. En tout cas, un grand merci. Vraiment, c'était un super entretien, une très belle rencontre. Merci pour ces moments. On va avoir aussi l'occasion de voir comment ça se passe. Et on se donne rendez-vous très très vite. Bon courage pour la suite. Ne lâche pas. Garde ton énergie, tes valeurs. Et
un homme, une liberté, une fierté. Ça fait du bien. Merci. Merci beaucoup Dorian, merci à toute l'équipe. À très vite.